Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à cette conférence. La personne qui devait m'introduire n'est finalement pas arrivée, donc on va commencer sans elle et pour parler de la nouvelle politique arabe des États-Unis. Comme vous le savez, il y a un nouveau président aux États-Unis depuis presque plus d'un an et demi maintenant, qui a une diplomatie caractérisée par la tweet diplomatie, donc la lecture n'est pas toujours aisée. Et donc l'idée, c'était un petit peu de se questionner sur, au fond, est-ce que l'arrivée au pouvoir d'un républicain de la trempe de Trump, plutôt entrepreneur d'ailleurs que politicien, allait avoir un impact sur la politique arabe des États-Unis dans une région évidemment particulièrement stratégique. Donc là, vous avez une photo lors de son voyage en mai dernier en Arabie Saoudite, qui reste évidemment un allié de choix dans la zone. Alors, vous avez une petite présentation, mais je ne vais pas rentrer, je ne suis pas là pour me présenter, donc si vous avez des questions, je y répondrai. En tout cas, j'ai commis récemment un livre, puisque j'ai vécu dans cette zone pendant 5 ans, et donc j'ai commis un ouvrage qui essaye de balayer la géopolitique de cette zone de la péninsule arabique. Bien, alors tout de suite, d'emblée, une carte, évidemment, pour se rendre compte de l'importance stratégique pour les États-Unis de cette zone. Et lorsqu'on le regarde, ce qu'on appelle en anglais les zones de responsabilité de commandement, donc de commandement militaire, on voit d'emblée que la zone du monde arabe, mais plus particulièrement du Moyen-Orient, est véritablement au centre de ce dispositif de déploiement militaire et d'intérêt stratégique. Vous avez ici le US-CENTCOM, qui couvre une zone qui est un peu plus large que la traditionnelle définition ou zone définie du Moyen-Orient, même si on pourrait en discuter. Cette zone est très évolutive et a évolué depuis le début du XXe siècle à différentes reprises. Et en tout cas, dans la vision américaine, on voit qu'elle couvre une zone qui part de l'Égypte, qui couvre l'ensemble de la péninsule arabique, l'Iran, l'Afghanistan, ainsi que l'Asie centrale, ces ex-républiques soviétiques qui sont turcophones et majoritairement turcophones, à l'exception du Tadjikistan, et qui sont également musulmanes. Donc on a ce centre d'intérêt de l'US Command, et qui donc nous place d'emblée dans la stratégie de déploiement américaine dans le monde, et on voit que cette zone, évidemment, est aussi une zone importante en raison de ses richesses, et vous le savez évidemment, de ses richesses pétrolières. Alors on va essayer de comprendre si à partir de ce découpage stratégique, de ces intérêts stratégiques, on assiste à une évolution, mais pour comprendre si on a une évolution depuis un an et demi, on va essayer déjà de voir quelles sont les constantes de cette politique arabe des États-Unis, avec un focus un peu plus particulier sur cette zone qui me paraît essentielle, c'est-à-dire celle du Golfe Persique autour de la péninsule arabique. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un espace qui est sous influence américaine depuis 1945. En effet, les Américains, durant la Seconde Guerre mondiale, se sont rendus compte, les Anglais avaient fait le constat dès la fin de la Première Guerre mondiale, de l'importance, évidemment, de cette nouvelle énergie qu'est le pétrole. Et ils avaient, durant les années 30, largement prospecté cette péninsule arabique, et ce sont d'ailleurs eux qui vont faire, les compagnies américaines qui vont faire les découvertes de pétrole en Arabie Saoudite, les Anglais considérant que cette zone n'avait aucun intérêt en termes de ressources pétrolières, et donc ont laissé les Américains largement chercher ces ressources, et ils ont foré et trouvé des puits. Et d'ailleurs, je vous rappelle que l'Arabie Saoudite reste les deuxièmes réserves mondiales aujourd'hui après le Venezuela, et en tout cas les premières dans cette zone. Donc des intérêts qui étaient économiques. Et en 1945, le constat fait par les Américains, le président Roosevelt et surtout l'armée américaine, c'est que pour gagner une guerre, il faut évidemment disposer d'une ressource essentielle, d'énergie, et que pour rester et se maintenir en tant que puissance, et puissance globale, puissance qui est capable de se déployer grâce évidemment à sa flotte, il faut pouvoir disposer de cette ressource stratégique qu'est le
pétrole. Il faut savoir aussi que l'industrie automobile, qui s'était largement développée aux États-Unis depuis les années 10, était également consommatrice de pétrole. Bon, les Américains en avaient dans le sud des États-Unis, autour du golfe Persique, au Texas, mais il fallait quand même s'assurer d'un approvisionnement constant de cette ressource en pétrole. Donc, véritablement, l'acte de naissance de cette relation particulière des États-Unis avec cette région, c'est cette rencontre le 14 février 1945 entre Roosevelt et le roi d'Arabie Saoudite. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? En réalité, pas grand-chose, mais finalement beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on va assister à une sorte de deal très simple. Roosevelt va dire à Ibn Saoud, vous avez des réserves pétrolières massives, des réserves énergétiques massives. Nous avons la capacité de vous protéger, donc faisons un deal. Vous nous assurez d'approvisionnement énergétique régulier et on s'occupera de votre sécurité. Et donc c'est le début finalement de ce parapluie sécuritaire qui va couvrir la zone du golfe Persique et qui va être couverte par les Américains donc à partir de 1945. Et donc c'est véritablement l'acte de naissance de ce modus vivendi qui globalement reste d'actualité aujourd'hui. Il faut bien le comprendre. Puisque de fait, les intérêts vitaux des États-Unis sont aussi cette stabilité du royaume saoudien. Ça fait partie d'une priorité, d'une constante de la politique américaine. Et évidemment, c'est quelque chose qu'il faut véritablement avoir en tête. Et donc, on va assister petit à petit donc, à l'installation d'un certain nombre de bases militaires. Ici, c'est la situation au début des années 2000, de bases militaires ou de facilités militaires américaines dans la zone, afin d'assurer cette sécurité des approvisionnements énergétiques et la sécurité de l'ensemble des nations qui se trouvent dans cette zone. La première base américaine dans la zone, elle va être sur la petite île de Bahreïn, qui est ici. Et dès 1948, il y a une première installation. Véritablement, la base sera ouverte dans les années 50. Mais donc, ça va être le premier point d'appui américain dans cette zone. Et elle va devenir la base, le port d'accueil de la 5e flotte américaine, qui couvre une zone beaucoup plus vaste, puisque cette 5e flotte couvre la zone du golfe Persique et l'ensemble de l'océan Indien. Donc un déploiement militaire considérable et qu'il faut évidemment bien avoir en tête. Depuis, d'autres installations et d'autres bases ont été développées. Ici, vous avez de nouveau une autre projection polaire, mais qui nous montre bien le déploiement américain autour du monde. Et on voit très clairement une concentration très importante au-dessus, ici, autour du golfe Persique, de bases militaires américaines, et qui vont donc devenir les points d'appui fondamentaux de cette stratégie de défense de l'Arabie saoudite, des approvisionnements énergétiques. Il faut savoir aussi qu'avec les nouvelles menaces qui se sont développées, aujourd'hui, l'une des priorités de cette 5e flotte, c'est aussi de couvrir une zone qui va, vous le voyez, jusqu'à la Corne de l'Afrique et qui vise aussi à lutter contre les nouvelles menaces que sont la piraterie qui s'est développée le long des côtes de la Somalie ou dans le golfe d'Aden. Tout ça, évidemment, toujours dans cette stratégie globale qui est celle d'assurer donc la sécurité de l'ensemble des approvisionnements énergétiques, mais aussi du commerce maritime mondial. Bien, donc, d'autres bases vont s'installer. On en trouve dans le Golfe, au Qatar, j'y reviendrai tout à l'heure. On en trouve également à Oman, on en trouve également aux Émirats arabes unis, on en trouve également au Koweït. Et puis, dans les pays, et c'est ce que montrait également cette carte, dans les pays qui vont connaître une intervention américaine ou une intervention américaine, soit une invasion dans le cas de l'Irak. Donc aujourd'hui, on a aussi évidemment des déploiements américains en Irak, et puis en Afghanistan, des facilités aussi au Pakistan. Donc de façon globale, on a une zone où la présence américaine, qu'elle soit
importante ou pas, où les facilités militaires américaines sont globalement particulièrement importantes au fil, à partir des années 50 et jusqu'à aujourd'hui, même si on connaît aujourd'hui un certain retrait dans cette zone en ce qui concerne la présence américaine. Donc, évidemment, cette présence américaine, elle va être plutôt bien acceptée pendant la période de la guerre froide. Pourquoi ? Parce que la stratégie américaine durant la guerre froide, eh bien, c'est de faire de l'endiguement vis-à-vis de la grande puissance qu'est l'Union soviétique, qui se trouve juste ici. Le Turkménistan était donc une des républiques soviétiques du RSS. Et par conséquent, il y avait deux piliers pour lutter contre l'endiguement américain. Vous aviez d'un côté l'Arabie saoudite, première réserve de la zone et à l'époque première réserve mondiale de pétrole. Et deuxième grand pôle important, c'était l'Iran. Je vous rappelle que jusqu'en 1979, le deuxième allié d'importance dans la zone, c'est l'Iran. Arabie saoudite, Iran. Aujourd'hui, vous voyez, on est sur une configuration très différente. On pourra y revenir tout à l'heure. Donc vous aviez ces deux pôles et évidemment, l'Iran était particulièrement intéressante pour les Américains puisque c'était en frontière de l'Union soviétique et par conséquent avait un intérêt certain pour justement cette lutte contre l'endiguement américain. Donc on avait finalement une certaine acceptance de cette présence américaine puisque ça correspondait, en tout cas des régimes en place, puisque évidemment ils avaient choisi de s'allier et de rentrer dans ce parapluie stratégique américain. Les choses, depuis la révolution islamique, ont, comme vous le savez, changé, et ce revirement d'alliance va faire que, au fond, la présence américaine va aujourd'hui se cantonner sur cette façade du Golfe Persique, à savoir l'Arabie saoudite. Vous voyez Bahreïn, le Qatar, les Émirats, évidemment également Oman, avec les facilités ou les bases que l'on voit ici, puisque l'Iran, à partir des années 80, devient l'ennemi, ou en tout cas devient et est considéré comme menaçant vis-à-vis des intérêts américains. Et on va avoir, de façon très régulière, un certain nombre de frictions, de crises, y compris d'ailleurs l'Iran qui régulièrement va contester cette omniprésence militaire américaine dans la zone du Golfe Persique et qui appelle au retrait de toutes les forces américaines extérieures, d'ailleurs pas seulement américaines, mais comme ces forces sont majoritaires dans cette zone. Il y a même un certain nombre de provocations, surtout autour du Golfe de Oman et surtout dans le détroit d'Ormuz, qui est surveillé par l'Iran d'un côté et par Oman de l'autre. Et évidemment, lorsqu'il y a un certain nombre de déploiements de navires américains, il y a souvent des petites altercations, des provocations qui sont orchestrées par l'Iran dans ces eaux. Et quelquefois, on a quelques tensions. On a eu des enlèvements aussi d'Américains dans la zone. Donc, une zone qui reste fragile et en tout cas source de tensions. Bien, donc, cette présence américaine, toutefois, et ça, il faut bien l'entendre, elle est acceptée par les États arabes. Donc, il y a un certain nombre d'accords militaires qui ont été mis en place avec ces États. Il y a également, lié à ces accords, évidemment, de la vente d'armements américains dans la zone. Je vous rappelle que l'Arabie saoudite est l'un des premiers marchés américains en termes d'armement, et en tout cas dans cette zone, c'est le premier, mais les Émirats arabes unis ou le Koweït achètent également du matériel américain. Donc on a effectivement un marché aussi important, et ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'on est sur une demande. La demande de sécurité est aussi une demande des autorités de ces États. Alors ce qu'il faut voir toutefois, c'est que cette présence, elle est parfois perçue négativement auprès des opinions publiques. Donc on a souvent, dans le monde arabe en général, y compris dans le Golfe, une perception négative et voire un rejet de cette omniprésence américaine. Le meilleur exemple est sans doute, évidemment, Oussama Ben Laden.
Si on regarde un peu qui est Oussama Ben Laden, l'une des raisons qui vont contribuer à sa radicalisation et à son anti-américanisme, c'est lors de la guerre du Golfe en 1991, puisque lors de la guerre du Golfe en 1991, il y a eu un déploiement militaire américain sur la Terre sainte d'Arabie Saoudite. Je vous rappelle que l'Arabie Saoudite héberge 2 des 3 lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine, et par conséquent, pour les Saoudiens, en tout cas certains Saoudiens, que des mécréants aient pu se déployer et marcher sur cette terre sainte est quelque chose d'inacceptable. En tout cas, c'est un des arguments qu'a souvent évoqué Oussama Ben Laden pour expliquer son ressentiment envers les Américains et même justifier ses attaques contre New York et Washington lors du 11 septembre et également exprimer un rejet de la dynastie saoudienne que Oussama Ben Laden considère comme également ayant trahi l'islam pour s'être rapproché de ces mécréants. Et donc c'est quelque chose d'assez fort dans la zone. Pour rappel, 15 des 19 terroristes qui ont participé aux attentats du 11 septembre étaient saoudiens. Donc vous avez, à partir de 2001, au fond, une relation dans la politique arabe des États-Unis qui devient ambiguë, en tout cas qui commence à être questionnée. Est-ce qu'on peut continuer à faire confiance à l'Arabie saoudite alors que sur son territoire se développent des oppositions qui menacent les intérêts américains, mais pas seulement les intérêts américains lointains, entre guillemets, c'est-à-dire dans la zone, mais directement le sol américain. Je vous rappelle que le 11 septembre, c'était la première fois que le territoire américain était touché par une attaque extérieure depuis Pearl Harbor. Et Pearl Harbor, vous le savez, c'est à Hawaï, donc un territoire assez éloigné. Et l'attaque précédente, c'était les Anglais en 1803 ou 1804. Donc, effectivement, ça a été véritablement un choc. Et de savoir qu'une puissance qui se présente comme un allié des États-Unis puisse avoir des ressortissants qui manigancent et qui ont développé des réseaux terroristes menaçants, évidemment, ça a contribué à une remise en question. Toutefois, et en raison notamment de l'importance stratégique des ressources pétrolières, des intérêts aussi financiers. Je vous rappelle que l'Arabie saoudite reste, avec tous ses fonds souverains, un important investisseur des marchés mondiaux et marchés financiers. Lorsque, en 2008, on a eu la crise financière qui a touché les États-Unis, l'un des acteurs qui a permis le refinancement d'un certain nombre de banques et sauvé de la faillite d'un certain nombre de banques américaines, c'est les Saoudiens. Il faut quand même le savoir. Donc il y a quand même des liens d'interdépendance qui me paraissent importants à rappeler dans cette relation avec l'Arabie saoudite. Donc ça, c'est un premier exemple d'un début de contestation de cette politique américaine et qui va être récurrente à partir de 2003 puisque l'intervention opérée par les Américains en Irak, elle va être perçue dans les monarchies sunnites du Golfe et y compris à Riyad, comme un cadeau fait à l'Iran. Pourquoi ? Parce que pour la première fois de son histoire, le pouvoir va être transmis de Saddam Hussein, qui était un leader sunnite, à un gouvernement chiite, puisque la majorité de la population d'Irak est chiite. Et donc, les liens avec l'Iran vont se renforcer au cours de ces années 2000, ce qui est très mal vécu par les voisins de l'Arabie, les voisins arabes, et par conséquent, ça va évidemment relancer cet anti-américanisme que d'ailleurs le printemps arabe va encore conforter. Donc petit à petit, à partir des années 2000, on a quand même un sentiment très anti-américain dans les opinions publiques. Également, parmi les autorités, vous avez un certain nombre de doutes sur la stratégie suivie par Washington vis-à-vis de l'Iran, et sur l'Irak, il y a quand même un doute sur est-ce qu'on soutient les sunnites ou les chiites. Rapidement, évidemment, la politique d'endiguement vis-à-vis de la nucléarisation de l'Iran va évidemment prendre le dessus, et au terme de négociations très longues, puisque en gros elles courent
des années 2003-2004 jusqu'à 2015, on va arriver à ce fameux accord du 14 juillet 2015 qui vont véritablement permettre de faire descendre d'un cran la tension autour de la nucléarisation de l'Iran avec cet accord signé entre les Européens, les États-Unis et l'Iran, mais qui est de nouveau très mal perçu dans les pays arabes sunnites, qui considèrent que, au fond, encore une fois, les Américains prennent parti pour l'Iran et après le cadeau stratégique de l'Irak, au fond, s'allient avec l'Iran et vont consacrer tous leurs intérêts stratégiques pour cette zone. Et il y a même dans les médias locaux l'idée qui va se répandre que, au fond, on a une espèce de complot iranien soutenu par Washington. Et ça, on le voit dans la presse locale, de cette idée de complot, et qui, évidemment, déplaît largement à ces États arabes qui dépendent, pour leur sécurité, comme je le disais tout à l'heure, de ces Américains. C'est d'ailleurs pour ça, et ça c'est quelque chose d'intéressant et souvent qu'on ne connaît pas, ou peut-être dont on n'a pas mesuré l'ampleur, c'est d'ailleurs pour ça qu'à partir des années 2005-2007, on va voir certains États de la région, et notamment les Émirats arabes unis ou le Qatar, essayer de trouver de nouveaux partenaires occidentaux. C'est d'ailleurs ce qui va conduire à l'installation d'une base française à Abu Dhabi. Donc on a une alliance stratégique qui se met en place avec entre Abu Dhabi et Paris. Et l'idée, c'est au fond, est-ce qu'on peut faire complètement confiance aux Américains? En tout cas, peut-être ça serait bien de ne plus dépendre d'un seul acteur pour notre sécurité. De la même façon avec les Anglais. Cette année, les Anglais ont réouvert, l'année dernière, ont réouvert une base au Qatar, ce qu'ils n'avaient pas fait militaire. Donc on voit aussi un rapprochement avec les Anglais. Donc, au fond, on essaye de diversifier notre sécurité avec d'autres acteurs occidentaux qui ne sont pas américains. Évidemment, pour les Français et les Anglais, c'est aussi les dollars dans les yeux, puisqu'on espère vendre un certain nombre d'armements stratégiques, le Rafale et d'autres. Donc il y a aussi un véritable échange en termes de stratégie dans ces alliances, ces traités qui sont pris et qui sont décidés avec le monde arabe. Bien, donc on voit que traditionnellement, on a un espace, une politique arabe américaine qui est donc basée, en tout cas pour cette zone du Golfe, sur la préservation des intérêts stratégiques liés au pétrole, sur la mise en place d'un parapluie sécuritaire et également la défense plus globalement à partir de 1979 des sunnites face aux chiites, en tout cas face à l'Iran, qui va à partir de là être incarné et en tout cas désigné comme l'ennemi chiite. Quelle est, à partir de là, la position de Trump? Alors, Trump va, à la différence, et comme il a cette tendance-là, c'est-à-dire de détricoter tout ce que son prédécesseur a fait, il va effectivement se placer directement dans le camp arabe sunnite face à ce qu'il considère l'ennemi chiite qu'est l'Iran. Il rejoint en cela les intérêts d'une autre nation moyen-orientale qui est un allié stratégique des Américains, c'est Israël. Israël, comme vous le savez, a une politique étrangère qui vise à écarter la menace iranienne qu'elle considère comme vitale à ses intérêts en raison de la politique plutôt menaçante, en tout cas dans la rhétorique vis-à-vis de l'État hébreu. Et à partir de là, finalement, on assiste à une sorte de recomposition, finalement, même si elle n'est pas officielle, où se dessine un axe stratégique qui est de plus en plus proche entre Riyad, Tel Aviv, Jérusalem, si vous voulez, et Washington. Pourquoi? Parce que avec l'arrivée de Trump, les trois sont sur la même longueur d'onde concernant
l'Iran. Oui, il y a eu un accord, et c'est ce que dit Trump, mais il n'est pas bon. Obama a signé un accord pour limiter la nucléarisation, mais il n'est pas bon. Il faut sans doute qu'on le remette en cause. Et donc, oui, je suis pour la manière forte vis-à-vis de l'Iran et je vais me placer dans la ligne de Riyad et de Tel Aviv. Et c'est lors de sa visite en mai dernier qu'il a réaffirmé cette volonté politique. Jusqu'à aujourd'hui, cet accord n'a pas été remis en cause. Toutefois, de manière récurrente, des annonces sont faites à savoir si il va être remis en cause par l'administration Trump. Donc ça, c'est la première chose que l'on peut mentionner, mais qui, au fond, est en train un peu de rabattre les cartes. Si aujourd'hui, on a des intérêts communs entre Israël et les Saoudiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dossier palestinien, au fond, a peu d'intérêt. Et ça veut dire aussi que les États arabes se désengagent vis-à-vis de la cause palestinienne. Ce qu'on voit très bien aujourd'hui, le dossier, puisqu'on ne peut même pas parler de processus de paix, il n'y en a plus depuis 10 ans, donc le dossier israélo-palestinien est lettre morte. On attend toujours les propositions de Trump qui devaient être révolutionnaires. Donc sur ce dossier arabe d'importance, en tout cas au niveau de l'opinion publique, puisqu'on a des États arabes qui aujourd'hui s'alignent plus sur une stratégie américaine d'endiguement de la menace et de l'influence iranienne. Au fond, le dossier palestinien ne joue plus aucun rôle. Donc on imagine bien que ce que peuvent proposer les Américains, ça sera plutôt quelque chose à minima qui va de fait plutôt avantager Israël et sans doute va de facto entériner ce que Israël propose, c'est-à-dire une politique de fait accompli avec cette colonisation qui n'a fait que s'accroître depuis 1993 et les accords d'Oslo. Donc là, le jeu américain de Trump, au fond, c'est priorité stratégique au monde sunnite et deuxièmement, priorité à l'allié israélien. Facteur qui nous le démontre encore, c'est cette décision qu'il avait annoncée dans son programme de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem, avec, je ne sais pas si vous l'avez noté, finalement peu de réactions du monde arabe. Les seuls qui ont véritablement réagi, c'est la Turquie et l'Iran. Le monde arabe a été muet ou quasi muet. Riyad, n'en parlons pas. Petite déclaration atone qui n'a pas beaucoup suscité, en tout cas, de réaction. Donc on voit bien que cette politique, au fond, est celle des intérêts primordiaux et finalement s'inscrit dans une constante de longue durée des intérêts américains dans la zone. Après, il faut aussi, et c'est un petit peu ce qui sidère toujours les conseillers de Trump qui démissionnent les uns après les autres, c'est la méconnaissance de la politique internationale par Trump, et y compris, et en particulier de cette zone particulièrement complexe et fragile. Si on regarde maintenant la politique vis-à-vis de la Syrie, évidemment, les Américains continuent de se positionner en Syrie pour lutter contre Daesh et les mouvements terroristes, mais le positionnement aujourd'hui est beaucoup moins frontal vis-à-vis de Bachar el-Assad que l'a pu l'être Obama. D'ailleurs, Obama qui avait perdu toute crédibilité le jour où il a renoncé à sa ligne rouge, qui était l'usage d'armes de destruction massive ou d'armes chimiques qui ont eu lieu, et finalement l'intervention promise n'a jamais eu lieu. François Hollande était soi-disant prêt à y aller. Finalement, il n'y est pas allé parce que les Russes ont repris la main. Donc on voit aussi un jeu d'influence qui se redessine dans cette zone. Ça veut dire aussi que la politique américaine dans la zone, et notamment en Syrie, eh bien, les Américains sont un peu en retrait, en tout cas pour le théâtre syrien, puisque vous avez l'acteur russe qui reprend la main, et en étant allié et des Iraniens et de Bachar el-Assad, eh bien, affaiblit la politique américaine. Et si
évidemment, on voit cette présence s'accroître, c'est parce que les Américains sont absents. Donc c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Si la Russie a pris autant de place dans cette zone et en Syrie, c'est parce que les Américains n'ont pas réussi à formuler une politique crédible vis-à-vis du régime de Bachar el-Assad, n'ont pas réussi à convaincre les opinions publiques qui sont, en ce qui concerne ce dossier syrien, particulièrement anti-américaines. Donc on a là un dossier aussi où les choses ne sont pas aussi simples que cela. Enfin, si on s'arrête un instant sur l'Irak, qui, comme vous le savez, a été l'objet d'une politique américaine qui était celle de la lutte contre la prolifération d'armes de destruction massive, on voit le résultat aujourd'hui avec un État qui reste instable et qui sort à peine donc d'une véritable guerre civile et puis de la présence de cet État islamique qui s'était créé à cheval entre la Syrie et le nord de l'Irak. Et aujourd'hui, un État qui, au fond, n'est plus véritablement l'État qui était l'Irak. On a une sorte de fédération un peu à la carte avec les Kurdes qui s'en sortent sans doute le mieux, puisqu'ils ont véritablement créé, dans le cadre de cette fédération irakienne en construction, un État assez solide qui dispose d'un certain nombre de ressources, même si le partage de ressources reste un véritable enjeu avec Bagdad, et qui, on l'a vu, a été véritablement une force de frappe vis-à-vis de Daesh et du recul de Daesh dans le nord de l'Irak. Donc, on voit aussi que l'État irakien est encore particulièrement faible et reste particulièrement instable dans une grande partie de son territoire. Voilà, donc j'ai dressé assez brièvement et rapidement ces constantes et ces quelques ruptures. Qu'est-ce qu'on peut maintenant en penser? Et ensuite, je vous laisserai la parole, puisque je pense que le dialogue, et c'est ce que vous attendez, et ça me permettra de répondre à vos interrogations. Qu'est-ce qu'on peut en attendre peut-être jusqu'à la fin du mandat de Trump? Finalement, j'ai envie de dire peu de choses. On a du mal à voir effectivement quelle va être la position finale de Trump vis-à-vis de l'Iran. Regardez, vis-à-vis de la Corée, il y a eu un retournement. Va-t-il aller à cette rencontre prévue en mai? On n'en sait rien. Donc c'est un petit peu difficile de voir les choses. Ce qui est certain, en tout cas vis-à-vis des Arabes, c'est qu'on va rester sur le statu quo. Donc maintien d'une présence américaine importante dans la zone en raison des intérêts stratégiques qui sont avant tout le pétrole et cette présence militaire, même si, et c'était une stratégie lancée déjà depuis Obama, on a un redéploiement stratégique des forces basées au Moyen-Orient vers l'Asie, qui aujourd'hui, pour les Américains, s'avère être la zone la plus importante stratégiquement en raison de la montée en puissance de la Chine, des tensions que l'on trouve et que l'on voit émerger autour de la Chine et parmi ses voisins, que ce soit avec le Japon, que ce soit avec les États du pourtour d'Asie de l'Est, autour de cette mer de Chine méridionale et des îles, différents îlots, dont les îles Spratly, où vous avez et des ressources naturelles et surtout le passage de la plus grande voie maritime du monde qui relie l'Europe à l'Asie. Et par conséquent, toutes ces tensions, les Américains en sont conscients et donc se rapprochent de plus en plus de ce théâtre, sans évidemment nommer la Chine comme un ennemi, puisqu'aujourd'hui, l'interdépendance économique entre Chine et États-Unis, comme vous le savez, est particulièrement forte, même si Trump, qui a mis l'Amérique en premier, cherche à évidemment résister ou en tout cas protéger le marché américain face à ces importations importantes de Chine. Voilà, donc on en est là. On a un panorama finalement que j'ai centré surtout sur le Golfe, puisque moi c'est plus ma spécialité et on devait avoir un Égyptien qui devait parler de l'Égypte, donc je lui avais réservé
la primeur de l'Égypte. Donc si vous avez quelques questions sur l'Égypte, j'y répondrai, mais moi je n'avais pas envisagé d'en parler. Donc si vous avez des questions, je crois qu'on va pouvoir y passer rapidement, j'y répondrai avec plaisir. Merci. Je crois que le micro arrive. On vous entendra mieux, monsieur, comme ça. Merci. Qu'est-ce qu'il faut voir derrière la volonté de Trump de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem? Trump, je crois que c'est très simple. Il a fait une liste de promesses électorales et il met des croix dès que c'est fait. Donc, c'est sur sa liste, il a fait une promesse et il est en train de la réaliser. Voilà. Je crois que c'est aussi simple que ça. Ensuite, il part quand même d'un constat. La capitale d'Israël aujourd'hui, c'est Jérusalem, que ça plaise ou non aux Palestiniens, c'est certain. Évidemment, ça met en péril, si c'est reconnu de manière internationale, peut-être la volonté des Palestiniens. Mais aujourd'hui, si vous regardez une carte de Jérusalem, dans la partie ouest de Jérusalem, vous avez toutes les représentations officielles, les institutions israéliennes qui s'y trouvent. Vous avez le lieu de résidence du Premier ministre, vous avez la Knesset, le Parlement, vous avez l'ensemble des institutions, le Conseil constitutionnel, tout est là. Donc c'est une reconnaissance de fait d'une réalité, je vais dire, géographique et politique. Donc évidemment, de faire ce choix répond à une stratégie électorale. Pourquoi avait-il fait cette promesse à son électorat? Il faut savoir que Trump, républicain, est très soutenu par des groupes religieux qu'on appelle évangéliques, qui ont un rapport avec Israël particulièrement fort, puisqu'ils considèrent que lorsque Israël, donc la terre d'Israël décrite dans la Bible, sera totalement contrôlée par les Juifs, par le peuple juif, elle sera ensuite reconquise par les chrétiens puisque le Messie reviendra. Donc je vous synthétise et caricature rapidement leur vision des choses. Et donc, par conséquent, de favoriser le peuple juif pour ces chrétiens évangéliques qui sont un important soutien électoral de Trump, ça reste quelque chose d'important. Donc il avait pris cette décision. Il faut quand même le savoir, cette décision, elle avait été en réalité prise dès les années 70 par les États-Unis, mais elle est rejetée régulièrement jusque-là par le Congrès. C'est-à-dire que jamais, c'est-à-dire le Congrès la propose et tous les ans, elle est remise au Congrès, mais le président ne la validait pas. Donc depuis presque 30 ans, on a cette décision qui a été prise par le Congrès qui n'a jamais été validée par le président américain. Donc dans la politique américaine, c'est quelque chose qui est connu. Et donc Trump, arrivant au pouvoir, a dit « Moi, lorsque je serai élu, je déplacerai notre ambassade à Jérusalem. » Voilà. Monsieur. Merci d'abord pour votre intervention. J'ai deux questions, si vous permettez, et une objection. Ma première objection part sur la base que Jérusalem soit la capitale d'Israël, sachant qu'aucun pays, même des pays arabes, on parle d'ici, même si le gouvernement le permettrait, le peuple arabe ne le permettrait en aucun moyen. Et ça a été démontré à travers des manifestations pendant les derniers mois. Puisque Israël, c'est pour nous un pays qui veut supprimer, surtout en Jérusalem, l'endos des trois religions, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Donc pour nous, c'est une ville pour trois religions. Concernant ma question, est-ce qu'aujourd'hui vous voyez, en fait, vous avez parlé un petit peu que c'était une promesse de campagne déjà pour Trump, mais il a aussi envoyé Kushner pour faire le deal du siècle avec MBS, donc Mohammed bin Salman, et Mohammed bin Rashid, qui est le fils des Émirats. Mm-hmm. Est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, ce deal du siècle, il a été raté? Est-ce que vous voyez aussi en même temps que ce que Condoleezza Rice a annoncé en début d'année 2000 concernant le nouveau Moyen-Orient et le chaos constructif, leur projet aussi, le projet américain pour le nouvel Moyen-Orient et le changement, on va dire, des frontières entre les pays, a aussi connu un failure, une faillite. Est-ce que vous voyez aussi en même temps que, en fait, les Américains aujourd'hui, ils essayent de se retirer du Moyen-Orient pour laisser Israël, en fait,
elle-même mené cette politique d'ouverture envers les pays arabes tels l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis. Tout ce mélange-là avec la présence russe en même temps, parce qu'on connaît bien que Israël et Russie, ils ont une certaine bonne liaison entre les deux pays, sachant qu'aussi en même temps, je crois que je vais répondre oui. à votre question parce qu'il y en a d'autres. Elle est un peu à tiroir, donc on va essayer d'y répondre. J'ai compris le sens en tout cas juste, de si votre vous permettez, question. juste Oui. avec l'arrivée de Pompeo là actuellement en tant que ministre des Affaires étrangères, est-ce que cela c'est une déclaration de guerre envers les pays arabes aujourd'hui? Alors, je ne pense pas. Si on reprend votre dernier élément, effectivement, je ne pense pas qu'on soit là. D'autant plus que, comme je le rappelais tout à l'heure, le premier voyage de Trump dans la région, ça a été pour l'Arabie Saoudite. Donc on voit que le lien et la volonté de Trump, c'est de rester dans cette constante américaine, qui est d'avoir un allié stratégique dans la région du Moyen-Orient, dans le monde arabe, qui est l'Arabie Saoudite. Ça, je crois qu'on ne peut absolument pas remettre en cause ce point-là. Et moi, je suis loin de croire à une pseudo-théorie du complot qui serait un retrait américain pour laisser de la place à d'autres acteurs, que ce soit l'Iran ou Israël. Au contraire, ils soutiennent, et encore plus que jamais d'ailleurs, les États arabes. D'ailleurs, si on parle du Qatar, c'est quand même intéressant de voir que le Qatar s'est mis à dos ses deux voisins que sont l'Arabie Saoudite et les Émirats, et que les Américains continuent à soutenir le Qatar pour des raisons évidentes, puisqu'ils ont une base très importante et qu'ils y ont des intérêts, et qu'ils jouent plutôt la conciliation vis-à-vis du Qatar et de ses deux autres alliés. Donc on a là véritablement une emprise américaine qui reste très forte. Ensuite, la volonté de se retirer, et qui a été amorcée sous l'ère Obama, de la zone, est avant tout liée à une reconfiguration mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des pays émergents et on a deux grands pays émergents que sont la Chine et l'Inde en Asie. Et les Américains, conscients de cela, veulent redéployer une partie de leurs forces dans cette zone, et surtout autour de la Chine, où on a un certain nombre de tensions. Donc je ne crois pas que ce soit un abandon du monde arabe, par rapport à votre question, ni une volonté de favoriser Israël. Toutefois, et je reviendrai sur Israël, puisque je l'ai juste abordé brièvement, mon point de vue n'est pas de dire que les Palestiniens n'ont pas le droit à Jérusalem. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le choix de Trump, c'est d'aller dans le sens de la réalité territoriale. Aujourd'hui, vous avez un territoire qui, malheureusement, et je le regrette pour les Palestiniens, est dominé complètement et occupé de manière très, très difficile, très rude par Israël. Vous avez un lieu qui s'appelle Jérusalem qui devrait, et comme tout le monde le souhaite, et notamment lorsque il y a eu ces négociations entre Arafat et Rabin, de faire de Jérusalem une capitale pour ces deux peuples. Ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, dans la vision de Trump, on a une réalité territoriale, c'est celle d'un État qui existe, c'est l'État israélien. Cet État qui existe, qui est israélien, a une capitale qui est Jérusalem. Trump a dit, moi je pense que les Israéliens ont choisi leur capitale, je fais comme eux, pour moi, je mets mon ambassade là. Évidemment, vous avez raison, les conséquences sont et peuvent être dramatiques pour les Arabes et les Israéliens et les Palestiniens, d'autant plus que c'est le troisième océan de l'islam, vous l'avez mentionné, et c'est tout à fait important à savoir, et donc que ça choque les opinions publiques arabes, et on a vu, même s'il y a eu une réaction assez modérée des États, comme je le mentionnais, les opinions publiques, elles, plutôt, ont réagi à cela, et on voit tout à fait aussi la méconnaissance de cette zone par Trump, de faire cette déclaration de la façon où il l'a faite, sachant très bien que ça allait susciter des réactions très négatives du monde arabe, de la rue arabe, dans son ensemble. Donc, évidemment, c'est là qu'on voit, et je rebondis sur ce que j'ai dit en début de conférence, c'est ce côté, voilà, on fait une politique du tweet, on annonce des choses, on suit son programme politique à la lettre, sans véritablement avoir de nuances ni de compréhension d'une zone qui reste évidemment très sensible, entrecoupée de tensions importantes. Voilà. Il y avait une... Ah oui, pardon. Alors ça c'est, pour moi, c'est de la théorie du complot, des rumeurs qui traînent, mais il n'y a pas de fondement de ce genre sur ce genre de... Enfin, moi, je n'ai rien lu, hormis des nouvelles qui ne sont absolument pas vérifiées. Et même s'il y a eu des
des rapprochements, même si on sait qu'il y a des gens qui se voient et qui parlent en dehors des arènes diplomatiques et étatiques, et certains, justement, de bonne volonté, essayent d'imaginer des solutions. Je ne vois pas ce genre de choses. Voilà. Oui, mademoiselle. Moi, je voulais juste vous poser une question quand vous avez dit par rapport à l'ambassade à Jérusalem. Vous avez dit qu'il y a eu 2 réactions de l'Iran et de la Turquie. Pourtant, Erdogan, il est loin d'avoir une position pro-palestinienne dans sa politique économique. Et pourtant, c'est... Ah ben c'est bien, oui, vous connaissez bien le dossier, oui. Ben oui, mais Erdogan, il profite du vide. Il profite du vide. Plus personne s'occupe des Palestiniens chez les Arabes. Donc nous, les Turcs, on est musulmans, on défend les Palestiniens. C'est cette posture qu'il a choisie. Mais pourtant, c'est un des premiers partenaires économiques d'Israël. Mais vous savez, il y a plein de contradictions en politique étrangère. Là, vous avez l'exemple de la Turquie, mais on pourrait en citer d'autres, les Américains aussi. Oui, oui, évidemment, vous avez raison. Ils ont même un accord stratégique avec Israël qui a été un peu remis, vous le connaissez, hein, qui a été rendu difficile suite à ce qui s'était passé à Gaza. Mais finalement, ils rediscutent avec Israël. Donc, la Turquie se veut un acteur aujourd'hui incontournable du Moyen-Orient. Vous le voyez aujourd'hui en Syrie, avec les problèmes autour des Kurdes du nord de la Syrie, du Rojava, et cette intervention turque dans cette partie kurde pour éviter d'avoir des problèmes au Kurdistan turc. Et puis vous avez la Turquie qui manifeste, elle a manifesté aussi un fort soutien au Qatar. Donc la Turquie est sur tous les fronts actuellement au Moyen-Orient et essaye de reprendre le flambeau des grandes causes qui peuvent attirer à Erdogan, qui est quand même pas très bien vu de nos jours en Occident, dans le reste du monde. Donc voilà, ça s'appelle de la diplomatie, de la politique étrangère, mais il y a des ambiguïtés. Vous avez raison, vous avez bien vu les contradictions qu'on peut y trouver. Merci de votre remarque. Oui, il y avait une question par là et par là. Je vais profiter pour boire un peu d'eau. S'il vous plaît. Moi, j'avais une question par rapport à l'Arabie Saoudite. Je suis là. Parce qu'à plusieurs reprises, vous avez parlé de sécurité, de parapluie sécuritaire, de protection. Et du coup, c'est une protection par rapport à quel danger? L'Iran, d'abord. Et puis, alors, il y a plusieurs, vous avez raison, il y a plusieurs dangers en Arabie Saoudite. Le premier, c'est un danger extérieur. Donc, depuis la révolution islamique, l'Iran est considéré comme le principal rival dans la région. C'est historiquement une grande puissance, hein, l'Iran, la Perse autrefois, c'est quand même un État multimillénaire qui a dominé toute la zone. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Golfe Persique, parce que pendant très longtemps, toute la zone était dominée ou influencée par l'Iran ou la Perse. Et donc aujourd'hui, il y a des tensions très fortes pour l'hégémonie régionale entre les Iraniens et les Saoudiens. Donc il faut se protéger de cela. Il faut aussi savoir qu'à l'intérieur je ne sais pas si c'est sur cette carte, non, ce n'est pas mentionné, à l'intérieur de l'Iran, vous avez une minorité chiite aussi. Et comme par hasard, ça c'est les coïncidences de la nature, on va dire, cette minorité chiite, elle vit justement où il y a tout le pétrole, ou quasiment toutes les ressources pétrolières de l'Arabie Saoudite. Donc depuis la révolution islamique des années 80, la grande crainte des Saouds, c'est que Téhéran essaye d'aller aider ses cousins chiites, même s'ils ne sont pas du tout cousins en réalité, et essaye de déstabiliser le royaume. Donc, on a régulièrement ces minorités chiites qui sont l'objet d'une répression très forte. Hein. C'est sans doute les citoyens saoudiens qui sont les plus réprimés actuellement, d'ailleurs depuis assez longtemps, et sont les moins bien intégrés. Bien. Donc il y a cette menace aussi intérieure. Et puis ensuite, il faut quand même savoir que les Saoudiens, ils ont beaucoup d'argent dû à la ressource pétrolière, ils ont acheté beaucoup de matériel militaire, mais ils ne savent pas s'en servir sans les Américains. Il faut être honnête. Donc, ils ont été formés, certains aujourd'hui se sont formés, mais
effectivement, ça reste des armées qui ne sont pas aussi opérationnelles que les armées occidentales, et notamment de l'armée américaine. Donc ils ont toujours besoin de ce transfert de technologie, de ce transfert de savoir-faire, et donc d'un appui américain pour assurer leur sécurité. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe au Yémen, où l'Arabie saoudite a décidé de faire une intervention avec son allié des Émirats arabes unis. Ça ne se passe pas très bien. Et ils ont beaucoup du mal à s'en sortir. Et donc la stratégie militaire, évidemment, n'est pas la meilleure. Donc je pense que voilà ce qu'on peut dire sur l'Arabie. Je crois qu'il y a une question, mademoiselle. Bonjour, merci Bonjour. pour votre intervention. Alors, ma question, c'était de savoir qu'est-ce qui explique justement cette influence américaine dans la péninsule arabique, ces accords avec les États, alors qu'il y a un anti-américanisme qui est quand même assez important. Et voilà. Je pense que c'est l'histoire. Donc, comme je disais en tout début de conférence, c'est en 1945. On a eu Roosevelt qui s'est rapproché d'Ibn Saoud, puisque les entreprises pétrolières américaines avaient trouvé du pétrole. Et que les Américains avaient besoin de pétrole, et donc ils ont fait au fond cet accord qui permettait d'avoir accès à cette ressource indispensable à l'économie américaine et aujourd'hui à l'économie mondiale, et en échange d'assurer la protection de l'ensemble du territoire, y compris justement de cette ressource et de l'ensemble des infrastructures qui permettent d'exporter cette ressource. Donc c'est vraiment ça la base. Et puis après, en raison des tensions, de la guerre froide, de la montée en puissance de l'Iran, on a eu un renforcement de cette sécurité sous couvert américain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été voulue, elle a été souvent demandée par les États. Alors après, les opinions publiques, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde que leurs États. Voilà. Bonjour, je suis ici. Ah pardon, monsieur. Du côté saoudien, est-ce que la volonté de rupture de Mohamed Ben Salman peut apporter un changement dans les relations avec les États-Unis ? Avec les États-Unis, je ne pense pas, parce que justement Mohamed Ben Salman, il est particulièrement proche et se veut très proche des États-Unis. Donc sa ligne, c'est véritablement de continuer cette stratégie avec les États-Unis de parapluie sécuritaire, d'intérêts croisés et d'intérêts communs vis-à-vis de la montée en puissance de l'Iran, et notamment en termes nucléaires. Les Saoudiens ne sont pas du tout satisfaits de l'accord du 14 juillet 2015, donc, comme Trump aujourd'hui. Donc véritablement, c'est vraiment la même longueur. Donc ce qui peut changer en ce qui concerne Mohamed Ben Salman, c'est plutôt à l'intérieur. Lui, c'est un jeune prince, il a une trentaine d'années. Il est très proche du coup de la jeunesse saoudienne. Il faut savoir que l'Arabie saoudite est un pays très jeune. Vous avez la moitié de la population qui a moins de 30 ans. Donc ce sont de jeunes gens qui aspirent à plus de liberté. Et c'est pour ça qu'on a enfin autorisé les jeunes femmes, enfin les femmes, pas seulement les jeunes d'ailleurs, à obtenir le droit de conduire. C'est fait cette année en juillet. Et puis, ils sont en train de réouvrir en Arabie saoudite un certain nombre de lieux de loisirs. Il faut savoir qu'il n'y avait plus de cinéma depuis les années 70 en Arabie saoudite, qu'il n'y avait plus de lieux communs de rencontres. Les seuls lieux finalement de lieux, je vais dire, sociaux où on peut se rencontrer, c'était les grands centres commerciaux. C'est les seuls lieux où les Saoudiens pouvaient se rencontrer, filles, garçons, tout en gardant une certaine distance, puisque vous aviez la police des mœurs. Aujourd'hui, avec le soutien de son père, parce que c'est quand même son père qui reste le roi d'Arabie saoudite, son père a un petit peu, je ne vais pas dire paralysé, mais en tout cas, s'est concilié les religieux pour permettre à son fils d'ouvrir un peu la société. Donc effectivement, en interne, les choses bougent à petits pas, mais bougent un peu. Et en tout cas, ça a une certaine visibilité avec des effets d'annonce comme ce permis de conduire. Maintenant, vous avez des opposants en prison. On a arrêté je ne sais combien de personnes pour soi-disant corruption, alors que certains sont même issus de la famille royale. Vous avez encore ce jeune blogueur qui attend ses 80 coups de fouet ou 85 coups de fouet, parce qu'il en a déjà eu 15, etc. Donc on est toujours dans un régime qui ne respecte pas les droits de l'homme et les droits d'expression fondamentaux, comme vous le savez. Voilà. Il y a une question par bonjour. Monsieur. Bonjour monsieur. J'avais deux questions rapides. Oui. Vous avez beaucoup parlé de sunnites contre chiites pour dire l'opposition entre Arabie Saoudite et Iran. Est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que l'Iran a une révolution où ils ont renversé leur roi et que l'Arabie Saoudite étant une monarchie, ils ont
comme toutes les monarchies, la peur de se faire renverser par leur peuple, comme on a pu le voir en Europe au XVIIIe siècle. Oui, oui. Et deuxième question, d'autre question, est-ce que c'est vraiment nouveau cette impréparation américaine au Moyen-Orient, quand on sait que quand ils ont envahi l'Irak en 2003, il y avait très peu de généraux qui parlaient même arabe et qui connaissaient la situation sur place. Donc est-ce que c'est pas de la tradition américaine de ne pas savoir ce qui se passe au Moyen-Orient? Vous avez la critique rapide, mais je vais répondre déjà à votre première question. Donc effectivement, on a aujourd'hui, moi je dirais, une véritable instrumentalisation du religieux dans la zone. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un affrontement chiite-sunnite qui en devient véritablement obsessionnel, et notamment en Arabie Saoudite. Hein. Si les Saoudiens ont décidé d'intervenir à Bahreïn pendant le printemps arabe ou d'intervenir au Yémen, c'est avant tout parce qu'ils étaient persuadés que l'Iran était derrière. Bien. Donc, vous avez raison de le mentionner. Au fond, ce qu'on a, c'est deux grandes puissances qui sont rivales, qui sont historiquement d'ailleurs depuis assez longtemps. Ces rivalités entre Perses et Arabes ou Iraniens et Arabes est assez ancienne. Et donc, au fond, là, on est sur, comme vous l'avez dit, une instrumentalisation du religieux. Alors, pour le deuxième point, oui, est-ce qu'il y a une méconnaissance véritable des États-Unis vis-à-vis du monde arabe ? Je ne sais pas, je ne voudrais pas me prononcer. En plus, moi, je ne suis pas spécialiste des États-Unis. Mais c'est vrai que souvent, l'idéologie les guide dans leurs décisions. Pendant la guerre froide, l'idéologie face au régime communiste. Donc on va effectivement s'appuyer sur l'Iran et on s'appuie aussi sur l'Arabie Saoudite parce que ça permet d'avoir véritablement deux piliers pour endiguer cette menace. Après, on pourrait voir de nouveau l'idéologie lorsqu'on pense que Oussama Ben Laden et ses petits copains ils sont en Afghanistan. Donc on va intervenir en Afghanistan. On voit le résultat aujourd'hui, un pays qui n'a pas connu la paix depuis 80. Alors là, c'était les soviétiques, c'est encore une autre histoire. Et maintenant en Irak, hein, donc on a où là on avait de nouveau cette théorie des dominos, cette idée que la prolifération nucléaire, si elle commençait en Irak, elle allait contaminer tout l'ensemble du Moyen-Orient. Donc voilà, on est toujours dans ce genre de posture. Et au fond, ce qu'il y a sur place, c'est pas grave, c'est nos intérêts, c'est notre idéologie. On pourrait même rajouter l'idéologie de marché capitaliste avec le pétrole, un D45. On est, vous voyez, à chaque fois dans ce après, sur la compétence des diplomates américains, je ne me prononcerai pas plus. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Je voudrais vous demander, par rapport au conflit très douloureux syrien actuellement, quelle issue pourriez-vous voir et quel rôle pourrait jouer l'Europe pour parler de la France, pour pas parler de la France? Merci. C'est effectivement une excellente question. Maintenant, il est assez difficile de se prononcer puisqu'on a au départ véritablement un conflit qui est un conflit de guerre civile, de manifestation contre le pouvoir de Bachar el-Assad. Et on va rapidement voir, et c'est un petit peu ce qui s'était passé au Liban, rapidement voir des acteurs extérieurs qui vont de ci, de là soutenir ces différents groupes. Et aujourd'hui, on a tellement d'alliances croisées et d'intérêts croisés qu'il est assez difficile de voir comment on s'en sort. Et d'autant plus que ces acteurs, et ces grands acteurs, si on cite la Russie, la France, les États-Unis et l'Angleterre pour faire vite, hein, dans le camp occidental et les Russes, ils ne sont pas d'accord sur qu'est-ce qu'on fait de la Syrie. Et puis, ils ne soutiennent pas les mêmes personnes. Donc, on a vu la Russie essayer d'organiser, il y a quelques mois à Sochi, une conférence de la paix pour la Syrie. Il n'y avait pas d'Occidentaux. Donc, si tout le monde ne se réunit pas, je pense qu'effectivement, on est dans une situation où, Bachar el-Assad, il joue le pourrissement, et il est en train d'embobiner les Russes, parce que le problème aujourd'hui, à mon avis, le problème fondamental, c'est que la Russie n'a plus aucun contrôle sur Bachar el-Assad. Et d'ailleurs, c'est ce que Poutine s'en est rendu compte dernièrement. Et lorsqu'il y a eu cette conférence, il a bien vu que c'était impossible d'avancer. Et que sur le terrain, on voit ce qui se passe à la Ghouta, les Russes n'avaient pas prévu cela. Hein, donc, ils ne contrôlent plus rien, les Russes. Ils continuent de soutenir parce qu'ils ne veulent pas perdre la face et parce qu'eux ont des intérêts. Ils ont une base navale
à Tartous. Ils ont suffisamment investi dans cette guerre et Poutine le voit aussi comme un moyen d'être de nouveau sur la scène internationale. Mais en réalité, moi, pour l'instant, j'ai du mal à imaginer quelque issue tant que l'ensemble des acteurs ne se met pas autour d'une table. Or, on sait aujourd'hui que c'est impossible et que les acteurs refusent même de négocier quoi que ce soit avec Bachar el-Assad. Donc, malheureusement, c'est le pourrissement. Et la question qu'on peut se poser, c'est n'a-t-on pas un deuxième Afghanistan en Syrie aujourd'hui? Et avec quoi derrière, on ne sait pas. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, la Turquie est en train d'envahir le nord, parce que c'est ce qu'elle fait pour ses propres intérêts, afin de contrôler et d'éviter que les Kurdes puissent servir de refuge aux Kurdes de Turquie, etc. On voit que chacun a son propre agenda en Syrie. Finalement, Bachar el-Assad ne contrôle que Damas, quelques zones autour, la côte, et puis le reste, c'est des intérêts croisés, des acteurs croisés, et que c'est très complexe. Et moi, honnêtement, je ne connais pas assez la Syrie, et deux, j'ai vraiment une vision très pessimiste, malheureusement. Bonjour, une question plus globale et plus économique. Est-ce que le gaz de schiste, c'est-à-dire le fait que les Américains vont devenir le premier, ou sont devenus d'ailleurs, le premier producteur de pétrole au monde, risque de faire évoluer la politique américaine dans cette région du monde? Alors, c'est une bonne question. C'est une question qui a été souvent envisagée. Et effectivement, de se dire, les Américains ont-ils encore besoin du Moyen-Orient? Parce que c'est ça, au fond, que vous soulevez comme question. Il s'avère qu'il faut prendre un petit peu de distance vis-à-vis du temps. Le gaz, le pétrole de schiste, c'est bien, on perfore, on casse tout, on fragmente, les sols s'écroulent, les maisons aussi, mais c'est pas grave, on fait du fric, donc tout va bien, les Américains sont contents. Bien, ça va durer combien de temps? 15 ans? 20 ans? Et en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que ça n'est véritablement exploitable que si le cours est quand même assez haut. Si vous avez un pétrole à 30, déjà à 40... C'est de moins en moins le cas. Hein. C'est de moins en moins le cas. Là, le pétrole, il est un peu bas là, pour l'exploitation de ce type de pétrole non conventionnel. Donc ça, c'est un premier problème pour les Américains. Ensuite, si on regarde cette région, estimation des réserves saoudiennes, on n'a pas les chiffres exacts, on est plutôt autour de 80, voire un siècle. Pour les Émirats arabes unis, autour de 40 ou 50 ans. Donc vous voyez, on n'est déjà pas sur les mêmes échelles de temps. Donc je pense que l'intérêt stratégique de la zone est encore là, au moins jusqu'en 2050. Voilà. Je crois que le temps est écoulé. Donc je vous remercie de votre attention.